Connaissez-vous les Pentagon Papers, ces documents hautement confidentiels qui témoignent de la responsabilité du gouvernement américain dans le massacre que fut la guerre du Vietnam? Eh bien, au début de l'année 1971, ils furent divulgués au grand public par le biais de grands quotidiens de l'époque comme le New York Times ou le Washington Post. Et si Spielberg a pris la peine d'en faire un film, c'est que ces documents c'était pas n'importe quoi. En fait, ces documents ils prouvaient que la Maison Blanche savait que cette guerre était perdue d'avance, et que la principale raison qui poussait le gouvernement américain à continuer l'envoi des troupes au Vietnam, c'était de ne pas perdre la face à l'international. Les États-Unis ne voulaient pas se retrouver dans une position qui n'a jamais été la leur, celle du perdant. Et donc fatalement, à la révélation de ces documents, les proches des nombreuses victimes de la guerre, ainsi que l'opinion publique, dans sa globalité, sont chauffés à blanc. Le gouvernement a délibérément menti à sa population, c'est une véritable trahison pour beaucoup d'Américains de l'époque. À l'origine de ce scandale, c'est Daniel Ellsberg, à l'époque analyste militaire. C'est lui qui a dérobé les documents hautement confidentiels pour les transmettre aux médias de l'époque afin d'assurer une certaine transparence de l'information. Par cet acte tout aussi insensé que dangereux, Daniel devient le tout premier lanceur d'alerte de l'histoire, ce qui lui vaudra par ailleurs d'être poursuivi pour vol et espionnage par le gouvernement américain. Et même si à ce jour Daniel n'est plus une menace pour le gouvernement américain, ses idéaux, eux, ont su toucher une partie de la population, et parmi eux un certain Julian Assange. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un des plus gros scandales du XXIe siècle. L'histoire de Julian commence en 1971 à Townsville en Australie. À l'époque, sa mère vient de se marier avec le chef d'une troupe de théâtre ambulant du coin, Brett Assange, qui, malgré le fait que ce ne soit pas le père biologique de Julian, lui donne tout de même son nom. Et en 1979, alors que Julian n'a que 8 ans, sa mère se remarie avec le fils d'Anne Hamilton Byrne. Et Anne Hamilton Byrne, c'est pas n'importe qui, c'est la fondatrice de la secte New Age Kia Lama, un petit groupe hyper sympa qui se fait appeler la famille, où les enfants sont drogués aux neuroleptiques et dès qu'ils ont atteint l'adolescence, ils sont enfermés dans une cave dans le noir et ils sont obligés d'ingérer du LSD. Assez naturellement, Julian ne va pas adhérer aux idéaux de cette secte et va passer la plus grande partie de son enfance à fuir cette famille un peu louche et ce nouveau beau-père complètement douteux. Fatalement, cela va amener Julian à fréquenter de nombreux établissements scolaires et lorsqu'il atteint l'adolescence, dans une de ses écoles, il va apprendre le hacking. Il va très vite y faire ses preuves et devenir un hacker respecté, mais pas un hacker comme vous et moi avons l'image du hacker, un peu méchant comme dans cette vidéo. Non, plutôt un hacker éthique, gentil. En fait, il renforçait même la sécurité de certains sites internet. Donc voilà, on voyait déjà que c'était un bon gars. Un peu plus tard, il va même aider au développement d'un des tout premiers fournisseurs de services internet au grand public, tout en développant de son côté des logiciels comme le fameux système de chiffrement niable Rubber House, qui est donc un concept de cryptographie élaboré dans un progiciel pour GNU Linux et conçu pour fournir un déni plausible contre la cryptanalyse du dur en caoutchouc. Oui bon, ce ne sont pas mes mots évidemment, mais ce qui est intéressant c'est de considérer pourquoi Julian a créé ce logiciel, et selon lui, ce logiciel devait servir comme un outil de service aux personnes œuvrant en faveur des droits de l'homme et qui avaient besoin de protéger des données sensibles dans ce domaine. Donc voilà, on commence déjà à cerner le personnage. Pour lui, les valeurs de liberté, de circulation de l'information et de droits de l'homme sont extrêmement importantes. Et voilà, en tant que hacker éthique, il fait des actions par-ci par-là, mais pour l'instant, tout reste dans la légalité. Et évidemment, si je vous le mentionne, c'est qu'à un moment, il va basculer, et effectivement, en 1991, il va attaquer les serveurs de Nortel, une multinationale de télécommunications. Et là, vous allez voir à quel point le mec est culotté, puisque quand il pirate les serveurs de Nortel, il se permet d'écrire sur leur site on s'est bien amusé, on s'est même permis d'améliorer 2-3 trucs, s'il vous plaît n'appelez pas la police. Bon évidemment ces gros rageux de Nortel vont pas se prêter au jeu et vont appeler la police, et Julian écopera d'une amende de 2100 $. Même si la sanction judiciaire est assez faible finalement, elle va avoir un effet dévastateur sur l'état psychologique de Julian, puisqu'il va devenir complètement parano que les flics débarquent chez lui à tout moment et va être diagnostiqué comme tel. De ce fait, sa femme, oui parce qu'il s'était marié entre temps, mais on n'est pas là pour faire trop l'historique de sa vie amoureuse, quoique ça jouera dans la suite de l'histoire, vous verrez. Donc sa femme va le quitter et va même fuir le domicile avec leur seul et unique enfant. Donc là Julian est dévasté, il est au fond du trou.
Et donc Julian est très triste et va se réfugier dans l'univers magnifique des écrans, mais il ne va pas se réconforter comme nous on le ferait en regardant des vidéos d'Indiens qui construisent des maisons. Non, lui il va produire des sites internet. Et c'est ainsi qu'en 1999, Julian Assange créa un site de partage d'informations qui deviendra quelques années plus tard le fameux Wikileaks. En 2006 donc, avec l'aide de John Young, un architecte new-yorkais et 7 autres collaborateurs engagés, Wikileaks voit le jour. La plateforme a alors plusieurs casquettes, c'est une ONG mais également une bibliothèque de contenu ou encore un média associatif multinational. En gros, le principe est simple, vous avez une info sensible, qu'elle soit militaire, politique ou sociale, vous la transmettez à Wikileaks, l'information est vérifiée par des relecteurs, puis elle est exposée au grand public par le biais de grands médias. Et à ses débuts, Julian considère même Wikileaks comme une entreprise de la Silicon Valley prête à proposer une nouvelle manière de faire du business. Bon, sauf que pour l'instant, le site manque de visibilité et même s'il lâche des informations sensibles et matière à scandale, les fuites de Wikileaks font plus de bruit que le site lui-même. Wikileaks a tout de même une influence non négligeable sur la sphère géopolitique, puisque par exemple en 2007, une affaire de détournement de fonds au Kenya qui sera révélée par Wikileaks influencera le cours des élections et fera tomber le parti en place, ce qui vaudra même le prix Amnesty International pour le journalisme au site. Mais Wikileaks ne va pas s'arrêter là, puisqu'en 2008, ils vont mettre plus de 1600 clients de la banque Julius Baer dans la sauce en publiant leur relevé bancaire, prouvant que ceux-ci cachaient de l'argent aux îles Caïmans. Et pour l'instant, tout cela vous paraît assez loin, mais par exemple, Wikileaks va avoir une influence en 2009 dans l'affaire Marc Dutroux, puisqu'ils vont révéler des documents juridiques, notamment des auditions de cette affaire. Et voilà, cela fait seulement 3 ans que le site a été lancé et on voit déjà son influence dans bon nombre de sphères de la société, que ce soit dans des affaires de détournement de fonds ou dans des affaires judiciaires. Mais pour l'instant, Wikileaks n'effraie pas plus que ça les gouvernements puisque ses actions se restreignent à des affaires de corruption en Afrique ou à révéler des documents de banque. Et à ce titre, donc, le site est encore hébergé aux États-Unis et même si l'information peut vous paraître anodine, vous verrez que plus tard, ce sera une assez grosse problématique pour Wikileaks. Et en fait, Wikileaks jouit même d'une assez bonne réputation puisqu'ils obtiennent même des prix internationaux comme celui d'Amnesty dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et avant tout, en fait, Wikileaks se positionne comme défenseur du premier amendement qui garantit une liberté totale de la presse. Seulement dans les années 2010, un tout autre conflit se déroule à la surface du globe, celui de la guerre en Irak. Conflit auquel une certaine analyste militaire nommée Chelsea Manning va participer. Seulement cette Chelsea ne va pas du tout cautionner les actes de son gouvernement pendant la guerre, et tiens, un analyste militaire qui cautionne pas les actes de son gouvernement pendant la guerre, ça vous rappelle personne? Si vous avez un peu suivi, ça doit vous rappeler Daniel Ellsberg, que j'évoquais au début de la vidéo, et effectivement, sur les traces de son compère, Chelsea Manning va prendre contact avec Wikileaks et leur fournir des documents plutôt compromettants. Je vais sombrer dans l'obscurité pour quelques années, a-t-elle déclaré. Laissons la chaleur s'apaiser, dit Chelsea juste avant de transmettre la vidéo à Wikileaks. Connaissant les enjeux mais aussi les risques qu'elle encourait, Chelsea Manning a tout de même transmis les informations à Wikileaks et le 5 avril 2010, une vidéo du nom de Collateral Murder est postée sur le site. Cette vidéo, c'est la vidéo d'un raid aérien opéré à Bagdad par le gouvernement américain le 12 juillet 2007 qui fit 18 morts civils et surtout 2 reporters de l'agence Reuters. S'accompagne de cela les War Logs, 500 000 documents incriminant l'armée américaine sur les tortures et les exactions commises en Irak et en Afghanistan, ainsi que le nombre réel de victimes, aux alentours de 150 000 personnes. Chelsea de son côté sera condamné à 35 ans de prison et malgré le fait que sa peine soit commuée en 2017 par Obama, son refus de témoigner la renverra instantanément au trou. À ce moment-là, la vidéo fait évidemment scandale et Julian Assange comprend que c'est chaud pour lui. Il vient de modifier en profondeur l'opinion publique et menace même la stabilité du pays en faisant passer le gouvernement pour des pourris sans âme qui tuent sans même savoir qui sont les victimes.
Inévitablement, Julian s'attire les foudres du Pentagone. Une enquête menée par Hillary est ouverte à son encontre et à l'encontre de Wikileaks pour espionnage, et la CIA est probablement sur ses côtes. À ce moment-là, Julian est un petit peu en fuite, il craint pour sa vie, normal, et il est aperçu la première fois en Belgique, à un événement où il croisera un journaliste du Guardian qui lui dit « Mon gars, on adore ce que tu fais, t'inquiète, moi et mon journal, on va te mettre sur un piédestal, tu vas être l'idole des foules. » À ce moment-là, Julian est effectivement extrêmement populaire. Cet idéal de transparence de l'information qu'il amène avec lui et Wikileaks est extrêmement apprécié de l'opinion publique, mais ce n'est pas assez pour se défendre d'un gouvernement, qui plus est le gouvernement américain, qui essaye de l'attaquer, et Julian comprend ça et va donc fuir en Suède. Surtout qu'aux États-Unis, les puissants veulent sa mort, genre littéralement. Et là où ça m'a pas choqué de voir Trump tweeter il faudrait que ce mec meure, quand Bob Beckel, le présentateur star de Fox News, déclare il faut tirer sur ce fils de pute illégalement, on peut comprendre assez légitimement pourquoi Julian a peur. Et donc Julian est véritablement un héros, et donc en Suède il essaye de passer un petit peu de bon temps, et va passer une nuit torride avec 2 jeunes filles. Sauf que mon gars, tu as fâché oncle Ben, ta vie ne sera plus jamais pareille. Donc pourquoi je vous raconte cette anecdote sur sa vie amoureuse, pas juste pour le plaisir, c'est puisque quelques temps après, il sera accusé de délit sexuel contre ces 2 jeunes filles. Et là, malencontreuse coïncidence ou prétexte pour l'extrader aux États-Unis, personne ne sait. En tout cas, Assange plaide son innocence et parvient à l'issue du procès à obtenir un statut de liberté surveillée et part vivre à Londres, où il pourra peut-être faire l'amour plus tranquillement. Et une fois arrivé à Londres, Julian a une réflexion assez juste, il se dit que le Royaume-Uni quand même c'est un allié des États-Unis et que Wikileaks serait tout à fait à même de dévoiler des secrets même sur cet état-là. Donc Julian est un homme dangereux, et qui dit homme dangereux dit homme avec une très courte espérance de vie. Et donc, afin d'éviter de se retrouver dans des histoires de justice bien puantes, Julian va essayer de trouver un pays bien anti-capitaliste, anti-impérialisme américain, l'Équateur. Oui, effectivement, Julian est pris de terribles envies de tropiques et va se réfugier donc en Équateur, ou plutôt à l'ambassade d'Équateur. D'ailleurs, assez drôle, pour éviter de se faire gauler, il s'y rend en livreur de pizza à moto et va se réfugier donc dans l'ambassade. Sauf que ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette ambassade sera finalement son tombeau. Et tout en gérant ses affaires judiciaires et en fuyant finalement ses poursuivants, Julian va continuer l'activité de Wikileaks. Bon, évidemment il n'est pas tout seul, mais en 2011 vont être postés les Guantanamo Files, des documents confidentiels sur la prison de Guantanamo, qui dévoilent que des prisonniers pakistanais et afghans sont enfermés sans charge. Et voilà, même dans la galère, Julian n'oublie pas d'où il vient et continue d'alimenter cet idéal de transparence et de liberté totale de la presse. Seulement dès que Julian arrive à l'ambassade, il va vivre un véritable calvaire. En fait, dès que les autorités vont comprendre qu'il s'est réfugié là-bas, ils vont tenter d'entrer de force dans l'ambassade, ce à quoi l'Équateur va répondre « On n'est pas une colonie anglaise les gars, c'est pas Free House ». Donc réponse des autorités, ils vont taper sur les murs pour empêcher Julian de dormir, ce qui forcera notre protagoniste à changer de chambre tous les jours. En fait, la stratégie de la police anglaise est assez claire, ils veulent épuiser Assange à petit feu et qu'ils se mettent à saturer des quelques centaines de mètres carrés de l'ambassade, qui finissait d'ailleurs par connaître par cœur. Il déclara même à un journaliste du New Yorker qu'il avait développé un genre de 6e sens des dynamiques de l'ambassade. Ça se traduit pas très bien, mais l'idée est là, c'est qu'il était vraiment en symbiose avec le lieu, quoi. Et donc à l'extérieur on tape sur les murs pour l'empêcher de dormir, et à l'intérieur, là où c'est censé être son petit cocon, en fait toutes ces conversations sont enregistrées, ses déplacements sont pistés, bref sa vie privée s'est barrée très loin de l'ambassade. Et donc sa femme, oui puisqu'il a réussi à se remarier depuis l'autre qui s'était barré quand il était parano là, déclare qu'ils ont tenté d'avoir une petite vie privée, mais que l'ambiance était tellement anxiogène que c'était tout bonnement impossible. Donc là, ça n'a jamais été vraiment confirmé, mais de nombreux soupçons pèsent sur la société UC Global qui aurait été embauchée par la CIA pour surveiller Assange indirectement, pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à eux en fait. Peut-être qu'ils en avaient marre de se faire avoir par ce hacker de génie. Mais sur ce sujet, je vous conseille la vidéo d'Arte, dans laquelle le patron de cette entreprise est interviewé, et il fait que mytho pendant 20 minutes. Mais genre, il nie des faits qui ont été prouvés. Après, sans le contexte, c'est peut-être un peu dur à voir, mais tenez, on va voir si vous êtes des bons Fabien Olicard. Est-ce que cet homme ment ?
Bref, Assange est coincé de toutes parts, mais il ne faillit pas à sa mission, et à l'aide de ses collaborateurs, il va continuer de dévoiler des documents toujours plus confidentiels, et croyez-moi, tout le monde en prend pour son grade. En juillet 2012, les Syria Files dévoilent des ententes secrètes entre des entreprises occidentales et le régime syrien après le début de la guerre civile. En avril 2013, les Kissinger Cables dévoilent 1 million de documents sur la politique de diplomatie de politique étrangère de Kissinger entre 73 et 76. En juillet 2013, Wikileaks va aider Snowden à sortir de Hong Kong et obtenir l'asile politique en Russie. Normal, entre lanceurs d'alerte, on se serre les coudes, et surtout, à ce moment-là, Snowden est condamné à plus de 1000 ans de prison. On peut légitimement avoir un petit peu d'empathie. En juin 2015, Wikileaks révèle que les 3 derniers dirigeants français ont été écoutés par la NSA. En 2016, Wikileaks va publier des mails de campagne de Hillary Clinton. On savait déjà que depuis 2010, les relations entre le Parti démocrate et Wikileaks étaient assez mauvaises, notamment du fait que ce soit Hillary qui ait ouvert l'enquête à l'encontre d'Assange. En mars 2017, Wikileaks révèle également l'arsenal de cyberguerre de la CIA, et la même année, Wikileaks va également dévoiler des documents confidentiels sur la campagne d'Emmanuel Macron. Ah oui, par contre, je vous ai pas dit, en termes d'hébergement, Wikileaks a pris un peu de tarif, et Amazon, qui était donc leur hébergeur jusqu'alors, ne veut plus les héberger. Ils vont donc trouver un autre hébergeur de site aux États-Unis, mais comme on n'est jamais trop prudent, ils vont créer plein de sites miroirs. Je vous laisse checker la définition. Par exemple, Libération en France va se proposer pour héberger un des sites miroirs de Wikileaks. Et comme on n'est jamais assez trop prudent, les serveurs de Wikileaks sont protégés par des bunkers antinucléaires en Suède. Mais aussi en termes de financement, Wikileaks va prendre cher, puisque des entreprises comme PayPal, Mastercard ou Visa vont suspendre les comptes de l'organisation. Malgré toutes ces contraintes, Wikileaks continue d'agir pour le plus grand plaisir des gouvernements du monde entier. Et je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais au même moment il se passe ça. Et évidemment que Wikileaks va aider Snowden, après tout qui de mieux que cet homme pour représenter le combat que mène Wikileaks depuis le début. Et donc même avec Assange barricadé et surveillé par des mythos espagnols, Wikileaks fait son taf et il le fait bien. Et à ce moment-là, on peut prendre un peu de recul et se demander pourquoi est-ce que Julian est autant persécuté et pas les centaines de relecteurs qui adhèrent à Wikileaks. Et bah premièrement c'est parce que c'est le leader, c'est lui la tête pensante de Wikileaks. En plus il est très charismatique, c'est lui qui est médiatisé depuis des années, donc forcément c'est à lui qu'on va s'en prendre. Et puis surtout, les autres relecteurs, ils sont pas fous, ils sont protégés par l'anonymat qu'offre ces merveilleux outils qu'Internet. On y a tous déjà goûté, en laissant un commentaire de haineux sur YouTube. Ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça sur cette vidéo, mais voilà, les relecteurs de Wikileaks profitent de cet anonymat, et donc évidemment c'est Julian qui va prendre pour tout le monde. Donc pendant les 7 années où Julian reste enfermé à l'ambassade, il va y avoir de nombreuses tentatives pour essayer de l'extrader, mais elles seront toutes soldées par un échec parce que Julian est trop malin. En fait, il savait que la moindre erreur signifiait la mort ou au moins la prison à vie, et donc par exemple lorsqu'il lisait des documents confidentiels, il savait exactement où étaient les caméras, dans quel coin et quel angle elles avaient, et donc il mettait sa main devant les documents pour pas que les caméras puissent voir ce qu'il était en train de lire. Et on rigole, mais les conditions de vie de Julian pendant les 7 années qu'il passe à l'ambassade, en fait ça tient plus du milieu carcéral qu'une vie normale. En fait, par exemple, il était blessé lourdement à l'épaule et il avait besoin de se faire opérer, donc il avait besoin d'aller jusqu'à l'hôpital le plus proche pour se faire opérer, mais sauf que il pouvait même pas sortir de l'ambassade en fait, parce que sinon dès la sortie il se serait fait arrêter, donc il a essayé de négocier un couloir, un peu une sorte de couloir humanitaire jusqu'à l'hôpital pour pouvoir se faire opérer, mais intraitable, le gouvernement britannique a refusé. Voilà, en fait Julian est juste enfermé dans cette ambassade, et pour ne rien arranger la situation, en fait ses jours sont comptés, puisque le 24 mai 2017, il y a un nouveau président qui est élu en Équateur, et est-ce que celui-ci est anti-impérialiste comme son prédécesseur ? Pas du tout, il voulait vraiment se rapprocher un maximum de la grande nation américaine. C'est une véritable épée de Damoclès qui flotte donc au-dessus de la tête de Julian. S'il perd sa nationalité, c'est Guantanamo direct. Donc voilà, donc là Julian se pose, petite cellule de crise, qu'est-ce qu'on a comme ressources, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc ils vont essayer de mettre au point une tentative d'exfiltration avec des faux passeports, etc. Une mécanique bien huilée, mais que faire quand la police d'un pays n'attend que ça depuis 5 ans ? Évidemment, le 21 décembre 2017, la tentative échoue. Julian n'a plus qu'à attendre lentement que le président équatorien change de décision. Et en attendant, on va aux États-Unis voir qu'est-ce qui s'y passe. Et maintenant en 2017, et en 2017, ça fait déjà 1 an qu'un nouveau président, pas vraiment connu pour sa subtilité,
est élu. Et ce nouveau président, l'affaire Assange, ça l'énerve un peu. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un t'énerve et que tu t'appelles Donald Trump? On le tue. Bon, rassurez-vous, cette vidéo ne s'arrête pas ici, puisque la tentative sera avortée par peur d'un soulèvement international de masse, mais une enquête du Guardian montre que la CIA avait effectivement prévu d'assassiner Julian Assange. Et en parallèle, aux États-Unis, on essaye toujours de le faire passer pour le bad guy, puisque la même année, un sénateur du nom de McCain affirme que les révélations de Wikileaks de 2010 ont coûté la vie à bon nombre de personnes qui se sont faites assassiner par les talibans après avoir vu leur nom publié dans les leaks. Bon, c'est du bullshit, encore une fois, ce sera prouvé par la société de vérification de faits Polyfact peu de temps après. C'était juste une énième tentative pour manipuler l'opinion publique, mais ça ne fonctionnera pas. Et oui, qu'est-ce que la foule a à faire d'un vieux sénateur qui a un prénom de frites? Non, la foule, elle a retenu ce mec, elle a retenu qui s'est battu, qui a risqué sa vie pour leur montrer l'inaccessible, pour les mettre au même niveau que leur gouvernement, et quand, après 7 ans de détention dans l'ambassade d'Équateur, 7 ans à pas pouvoir se faire opérer de l'épaule parce que le Royaume-Uni voulait pas envoyer de médecin, 7 ans à devoir se cacher de toutes les caméras parce que même aux toilettes il était surveillé, quand le nouveau président équatorien lui retire la nationalité et qu'il sort de l'ambassade menottée, la foule, elle, ne l'a pas oublié. Et ces citoyens, ils sont pas américains. Collateral Murder, ça les a pas tant touchés que ça, mais ils comprennent. Ils comprennent que quelque chose se joue ici. C'est pas juste la vie de quelqu'un qui est en jeu. C'est la vie de la presse mondiale. Et évidemment, Assange va perdre le procès. Il va prendre 175 ans de prison. Mais c'est pas ça qui va choquer la presse mondiale. C'est pas le fait qu'il soit condamné, non, ça tout le monde le savait. Non, ce qui va choquer la presse mondiale, c'est que dans les accusations du gouvernement, à aucun moment, la vocation journalistique d'Assange est évoquée. Et ça, c'est choquant. Le gouvernement américain vient de nier le premier amendement de sa constitution qui garantit la presse libre devant les yeux du monde entier. Et c'est ça qui fait les gros titres. Et en attendant de savoir s'il est extradé ou non, Julian, lui, est placé dans la prison de haute sécurité de Belmarsh. Et en fait, je voulais vous raconter ses conditions de vie dans la prison, mais qui de mieux qu'un ami qui lui a rendu visite pendant cette période pour vous en témoigner. At Belmarsh prison for the second time, Britain's Guantanamo. He spends 23 hours every day for 3.5 years in solitary confinement. This is an attempt not to break him, but to kill him. Et le 4 janvier, la décision d'extradition est refusée par la justice britannique. Ouf, Julian est tiré d'affaire. Pas du tout. Le gouvernement américain fait appel. Et oui, vive la justice, et ils vont demander en fait une deuxième décision du jugement qui cette fois acceptera l'extradition. Assange, dos au mur, va donc utiliser le dernier moyen juridique en sa possession. Il demande une révision du jugement par la Cour suprême. Et donc voilà, Julian fait des va-et-vient entre les instances juridiques, et à l'heure où je tourne cette vidéo, l'affaire n'est toujours pas close. Mais s'il y a bien un truc qui m'a terminé dans ce micmac juridique, c'est la filouterie des avocats. En gros, au moment où Julian il perd sa nationalité équatorienne, t'as plein de pays qui vont le prendre pour un héros et lui proposer l'asile. Et parmi eux, il y a le Mexique. Et à la tête du Mexique, c'est Andrés Manuel López. Et... Garcia. Hein. Et Andrés Manuel López, il va dire oui, écoute, mon frérot Julian, nous on adore ce que tu fais, viens lâcher des dingueries avec Wikileaks et fais-le depuis notre pays. Peu après, dans l'affaire, en fait, Julian va demander une liberté sous caution et les avocats de la défense vont dire non, non, non. Ils vont utiliser la déclaration d'Andrés Manuel López pour dire oui, non mais regardez, si on le laisse en liberté sous caution, ça va être hyper simple d'organiser sa fuite, regardez, il y a plein de pays qui lui proposent l'asile. Et ils ont raison. Mais, je trouve ça ouf qu'on puisse utiliser des déclarations politiques comme argument pour un procès. Donc voilà, c'est sûrement ça le métier d'avocat, mais je passe peut-être pour un teubé, mais voilà, je savais pas que ça pouvait aller aussi loin dans les sources qu'ils pouvaient utiliser. Donc notre Assange, il croupit toujours au fond d'une prison de haute sécurité, et en fait finalement, après 7 ans enfermé dans une ambassade, ça ne doit pas beaucoup le changer, de toute façon sa santé mentale est déjà complètement atteinte. On rappelle qu'à la base, c'est une amende de 2100 € qu'il avait mis mal. Là, 7 ans enfermé dans une ambassade. Bref, et donc en attendant le verdict du jugement final qui va sûrement faire beaucoup de bruit, on peut quand même se demander... Quelle que soit l'issue de cette affaire, le cas Assange va laisser des marques. On peut dire ce qu'on veut sur lui, que c'est juste un égocentrique qui se débrouille en informatique et qui allait trop loin dans son esprit de contradiction, qu'il y a la botte des Russes pour influencer les élections partout à travers la planète. Ce qu'il a entrepris est inédit et va bousculer la perception du journalisme partout à travers le monde.
Évidemment, mes propos sont à nuancer. Il y a plus d'informations pro-Assange que anti-Assange sur Internet, donc je suis évidemment influencé. Mais la problématique de fond reste et demeure capitale. Est-ce qu'on est dans un monde où la presse est libre, ou bien dans un monde où on peut être enfermé à vie pour juste avoir fait son travail? Aujourd'hui, Assange est soutenu par de nombreuses célébrités, mais il reste pour beaucoup l'ennemi public numéro 1. Alors, lanceur d'alerte, professionnel de la transparence ou immonde traître à la patrie, sous ses multiples casquettes, Julian continue de susciter les fantasmes partout à travers le monde. Surtout chez moi. Bisous.